Bonjour à tous et merci à toutes les personnes présentes de nous avoir rejoints pour ce webinaire spécial Mayotte. Donc, on a la chance d'avoir pu réunir aujourd'hui Claire Léger, qui est directrice de réponse à l'urgence, qui travaille au Musée de la Résistance à Toulouse, qui est régisseur, Charlotte Guemer, qui est équipière de la réserve opérationnelle et qui est restauratrice d'objets ethnographiques, et Emmanuel Latière, qui est lui aussi équipier de la réserve opérationnelle du Bouclier Bleu France et capitaine au 06. Donc aujourd'hui, on a la chance de pouvoir les entendre pour un retour d'expérience détaillé de leur mission à Mayotte. Et Claire va commencer par vous présenter toute l'organisation qui a été mise en place autour de cette mission. Et ensuite, Charlotte et Emmanuel vous présenteront en détail l'objet de leur mission sur place. Je vous laisse donc la parole pour 1 heure de présentation et les questions-réponses seront animées par Henri Demégil, directeur du Bouclier Bleu France. Merci beaucoup. Claire, la parole est à toi. Pardon, excusez-moi. Bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire sur la mission de Mayotte et donc le retour qu'on va vous en faire. Est-ce que mon diaporama... Oui, voilà. Donc Marie, je suis désolée, tu as présenté l'ordre du jour ou pas encore? Oui, Allez, je passe vite du coup. Je passe très vite. Le tour de table, c'est bon. Le webinaire va se faire à trois voix entre Charlotte, Emmanuel et moi. Je vais dans un premier temps vous présenter l'organisation de la réponse à l'urgence et la manière en fait dont ce sinistre est arrivé pour le bouclier bleu et la manière dont on y a répondu. Le contact, donc depuis Mayotte, s'est fait de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a été contacté une dizaine de jours après le sinistre par le MUMA via la DAC que Marie avait contacté, c'est-à-dire qu'on s'était mis en préalerte auprès de la DAC en leur disant que si jamais ils avaient besoin de quoi que ce soit, qu'ils pouvaient nous contacter et qu'on verrait ce qu'on pourrait faire. Et le fait est que nous avons reçu un mail le 26 décembre de la part du musée de Mayotte qui nous expliquait un petit peu le sinistre qu'ils avaient à la suite du passage du cyclone. Donc c'est un musée qui se trouve sur l'île de Dzaoudzi, vous verrez tout à l'heure les plans. C'est un musée qui a la particularité d'avoir des collections aux matériaux très variés et à la fragilité complexe, puisque c'est à la fois un musée d'histoire, un musée d'ethnographie, un musée archéologique. Et donc, du coup, on a des objets ethno, des matériaux organiques, des collections archéo, des textiles, des tableaux. Ils ont aussi également des huiles sur toile. Donc, du coup, des contraintes de matériaux et des typologies de matériaux extrêmement diverses. Les premiers échanges qu'on a eu avec le musée nous ont fait état de contraintes supplémentaires par rapport, en plus, en fait, du sinistre sur les collections, qui sont l'absence d'électricité et donc de système de régulation du climat. Donc, lors des premiers échanges qu'on a eu avec eux, ils espéraient un retour rapide de cette électricité, mais en tout cas, ça sous-entendait qu'il n'y avait plus du tout de système de régulation, ni dans le musée, ni dans les réserves. Il pointait également à un manque de matériel, que ce soit en termes de conditionnement pour les œuvres en vue de leur évacuation, mais également de pays pour la protection des personnes. Et enfin, un manque de main-d'œuvre et notamment d'expertise sur les collections sensibles. Du coup, devant cette demande et en accord avec la direction du Bouclier Bleu, il y a un appel aux bénévoles qui a été lancé pour une mission sur place. Et en parallèle de ça, il y a un appel aux dons qui a été fait auprès des institutions pour récolter du matériel pour envoyer aux collègues, puisqu'en fait, on a un petit peu de matériel d'urgence, mais on n'avait rien par rapport aux besoins qui nous semblaient très importants. Et en fait, on avait demandé au musée de Mayotte à ce qu'il nous fasse une liste exhaustive de leurs besoins.
Et donc, on est parti de cette liste-là pour essayer de répondre au plus près à leurs attentes. Mais du coup, bien évidemment, c'était du matériel que nous n'avions pas à disposition. Le binôme qui a été sélectionné pour la mission nous a semblé correspondre en tout point vraiment à leur attente initiale, à savoir Charlotte Goemer, donc, qui est restauratrice d'objets ethnographiques et qui pouvait du coup apporter son expertise et venir amener un soutien sur toute la partie traitement des collections, évacuation des connexions et évaluation post-sinistre et Emmanuel Latière, qui est sapeur-pompier et qui, du coup, a la connaissance, en fait, d'une gestion de crise. Et ce qui nous semblait très intéressant, c'est au vu du contexte qui se passait à Mayotte, c'est-à-dire on est dans une crise totale. C'est pas seulement le musée et le bâtiment qui est impacté, mais c'est vraiment toute l'île avec la population. Et on avait besoin, en fait, aussi de la connaissance de terrain et de crise d'Emmanuel pour venir compléter en fait la connaissance de Charlotte et venir s'insérer dans un contexte de sauvetage beaucoup plus global et en fait dans l'organisation de la chaîne d'urgence qui a été mise en place par le COGIC. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle, le COGIC, Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises. C'est avec eux qu'on a travaillé en fait tout le long sur la préparation de cette mission, mais également sur l'envoi de matériel, puisqu'on s'est vraiment intégré pour le coup dans le cadre quasiment d'un plan Orsec. Donc on a travaillé en étroit lien avec le ministère de l'Intérieur. C'est un travail qui a été long, qui a été au long cours. Surtout, c'était une première pour nous. Donc on a eu un petit peu ce temps de rodage entre ce qu'ils nous demandaient, la manière dont il fallait qu'on formule nos besoins pour que ce soit entendu et que ce soit intégré. Donc, il nous a fallu un petit délai de mise en route. Mais dès que le premier contact a été établi et que du coup, on a pu vraiment monter la mission et le départ effectif des coéquipiers, il s'est écoulé environ une dizaine de jours. Donc, une dizaine de jours, c'est à la fois très long pour les équipes à Mayotte qui sont dans cette attente, qui ont ce besoin, etc. Et en même temps, on relativise sur le fait que c'était quand même très court. Vous l'avez vu, le premier mail, il a été envoyé le 26 décembre, donc on était en plein pendant les vacances de Noël. Donc c'est vrai que du coup, on s'est aussi intégré dans cette temporalité-là, qui n'était pas forcément la temporalité la plus facile. De plus, on s'intègre encore une fois, et comme je le disais juste avant, dans une temporalité de crise totale, où il y a d'autres acteurs qui sont en jeu et qui sont nécessairement prioritaires. De fait, hein, Charlotte et Emmanuel venant agir sur du patrimoine culturel n'étaient pas prioritaires par rapport à des pompiers ou à des associations agréées de sécurité civile qui venaient intervenir en fait pour de l'aide aux personnes et de l'aide aux populations. Du coup, nos deux coéquipiers sont partis le 8 janvier 2025 pour une mission de 15 jours. L'ordre de la mission et ce qui a été mis en place et établi avec la DAC et le musée sur place, c'était tout d'abord de faciliter la coordination des opérations de mise en protection des collections, donc faire un renfort de main, mais également d'expertise. C'était d'intégrer l'aide au patrimoine dans l'effort global de secours, c'est-à-dire que cette mission, c'était une première pour nous sur, comme je vous le disais, une crise dimensionnante. Et ça a aussi été l'occasion de voir comment on pouvait s'intégrer justement dans cette chaîne de Cogic et dans cet effort global de secours. Ça, la mission avait également pour but de faciliter l'échange d'informations et la planification avec les acteurs locaux, donc le MoMA, mais aussi la DAC, et vous le verrez dans la présentation, d'autres institutions culturelles de l'île. Et enfin, de faciliter la coordination des opérations d'assistance en coopération avec les autres acteurs sur place, hein. Vous le verrez également, Charlotte et Emmanuel étaient logés au centre de crise de secours local. Et donc, de fait, ils étaient en lien avec les autres acteurs de sécurité. L'objectif de la mission était également d'évaluer la situation globale et l'impact réel de la catastrophe. On avait bien évidemment reçu quelques photographies et on avait les mails de la part du MIMA, mais on attendait d'eux
une évaluation du coup sur place, réelle et objective, pour nous pouvoir savoir si on allait devoir ensuite engager des moyens supplémentaires ou pas. La situation du musée, exactement pour la même raison, diagnostic et constat d'état. Est-ce qu'on allait avoir besoin de prolonger la mission? Est-ce qu'on allait avoir besoin d'autres conditionnements ou d'autres matériels qui n'auraient pas été listés sur la liste initiale et parce que oubli ou parce que justement pas vu et qu'il faudrait compléter. Et du coup, les besoins matériels du musée à court et moyen terme. Euh, pour vous donner un exemple concret, sur la liste initiale, il y avait des meubles à plan, ce qu'on comprend totalement, hein. Le musée a été en partie détruit, donc du coup, ils avaient ce besoin de mobilier, de rangement pour la mise en sécurité des collections. Néanmoins, l'évaluation de la situation globale nous a très rapidement montré qu'en fait, il était juste impossible d'envoyer des meubles à plan actuellement, vu la situation globale de l'île et même vu la situation du musée, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas été en mesure de les accepter, de les accueillir et de les mettre en place. Donc cette évaluation, pour nous, elle était très importante. Et enfin, le but de la mission, c'était de participer aux opérations de mise en protection des biens culturels et d'assurer la coordination avec l'ORU et la direction du bouclier bleu. En parallèle de cette mission, donc en parallèle du départ des équipiers, il y a, comme je vous disais, l'appel aux dons qui a été fait. Et grâce à des partenaires divers et à des relais avec les autres associations de sauvegarde du patrimoine, telles que l'ICOM, telles que la FROA, etc., eh bien, c'est des partenaires divers, des institutions publiques, mais également des entreprises privées qui ont participé à cet appel aux dons. Et au final, on a pu envoyer 14 palettes, soit environ 1 tonne de matériel, le tout en un peu moins d'un mois. Et c'était autant du matériel de conditionnement que des EPI pour les équipes sur place. Après ce très rapide aperçu voilà, des prémices, on va dire, de la mission, on va maintenant vous présenter le retour des missions et notamment le retour d'expérience. Donc, le musée de Mayotte, il se situe à Dzaoudi sur Petite Terre. La mission, elle s'est donc déroulée du 10 au 22 janvier 2025. Pour vous situer, donc Petite Terre, c'est à l'est de Mayotte. Vous l'avez sur la carte que vous avez devant les yeux. C'est un climat qui est un climat tropical maritime. Une saison des pluies de décembre à mars, donc on était en plein dedans. Des températures moyennes d'environ 25-32 degrés, un ressenti avec plus ou moins 15 degrés en plus, et surtout une hygrométrie moyenne entre 75 et 95%. Ce qui veut dire que c'est très compliqué pour les équipes sur place. Charlotte et Emmanuel vous le diront, mais c'est des conditions qui sont très très éprouvantes. C'est des conditions qui sont également très compliquées pour les collections, comme je vous l'ai dit juste avant. L'absence d'électricité et l'absence du coup de système de traitement de l'air fait que les collections étaient également directement sujets à cette hygrométrie et ces températures. Et donc, il y avait vraiment une urgence, notamment sur les collections les plus fragiles en matériaux organiques. La situation, à la suite du cyclone, vous l'avez devant les yeux. Donc là, vous avez des photographies prises par Médecins du Monde ou Ouest France qui montrent en fait les dégâts après le cyclone Chido pour la première photo, donc le 14 décembre, mais également après le cyclone Dick Kennedy qui a eu lieu le 12 janvier, soit 3 jours après l'arrivée de notre équipe sur place. C'est aussi toute la complexité de cette mission, c'est que l'équipe a non seulement dû faire face à un sinistre passé et donc faire une évaluation d'un sinistre passé, mais également gérer un sinistre à venir et sur place. Et c'est ce qui a aussi complexifié le début de la mission. La logistique sur place, donc le camp de base se trouvait au lycée de Pamandzi, pardon, donc qui se trouve également en Petite Terre, mais à 4 km du MUMA, donc en fait de l'autre côté de Petite Terre. Donc c'était des déplacements en voiture qui étaient assurés par un agent du musée, et c'était un logement en lien avec la sécurité civile, donc avec l'ESOL également, l'établissement de soutien opérationnel, et la MASC, la mission d'appui de sécurité civile. Le camp de base, il ressemble à ça. Donc, Charlotte et Emmanuel vous en parlera très rapidement. Les conditions de vie étaient
confortable avec de l'eau potable, de la nourriture, de l'électricité, de la climatisation. L'eau courante, elle était en permanence à partir du J+3 et il y avait des réseaux de communication 100% opérationnels. À aucun moment on a été en difficulté pour les contacter et eux ont pu nous contacter dès qu'ils en avaient le besoin. Je vais maintenant céder la parole à Emmanuel qui va vous faire du coup une présentation vraiment du passage du cyclone et de l'évaluation des dégâts bâtimentaires et logistiques et la complexité d'accès sur place. Bonjour. Donc, comme l'a dit Claire, on a été pleinement intégré dans l'organisation de la réponse de la sécurité civile, hein, pour ce sinistre. Donc, on a été intégré pleinement dans ce dispositif de sauvegarde, de secours, de soutien logistique et de protection. De protection. Et donc, je vais maintenant vous présenter donc quelques éléments concernant la situation sur place du site et aussi les premières actions menées. Et ensuite, Charlotte va prendre la suite pour sa présentation. Donc, le passage du cyclone Chido, donc vous voyez sur la diapo de gauche, la situation du MUMA qui se trouve au centre du rocher de Dzaoudzi. Donc, vous voyez sur la diapo de droite les dégâts causés par le cyclone avec la strate arbustive. Hein, on voit que tous les arbres, toute la végétation a été complètement déracinée et surtout les bâtiments. Donc, certains ont disparu de la carte, d'autres ont eu la toiture complètement arrachée, les structures qui avaient un niveau faible de résistance ont complètement été détruites par le cyclone. Donc la présentation, donc vous voyez ici le plan de situation du MUMA qui se trouvait à peu près à 150 mètres du port de Petite Terre, hein, sur lequel il y avait l'arrivée des barges et des rotations pour le fret maritime pour amener des renforts sur Petite Terre. Donc au centre, dans l'encerclé rouge, vous voyez les trois bâtiments qui sont essentiellement concernés par notre mission. Donc en jaune, le bâtiment La Caserne, donc, qui est le bâtiment, le musée qui recevait du public jusqu'en 2021. Donc, le musée était fermé depuis 2021. En rose-rouge, vous voyez donc le bâtiment Mapat, qui était donc bâtiment qui était collé presque au bâtiment de la caserne. Et ce bâtiment, donc musée Mapat, n'avait plus d'électricité donc à notre arrivée. Et le troisième bâtiment que vous voyez sur la droite, qui est un peu en forme de L renversée, donc c'est le bâtiment de l'ancien collège que nous avons également traité dans notre mission de sauvegarde et d'évaluation. Et par contre, on avait encore une petite mission un peu spéciale. Vous voyez en bas à gauche, il y a le bâtiment qui s'appelle la résidence du gouverneur, qui devait faire partie dans le futur de la future cité muséale. Donc, il y avait un projet au niveau de la direction du musée, de la DAC, de créer un gros site muséal. Et ce bâtiment, donc la résidence du gouverneur, qu'on a évalué rapidement, a été très, très, très gravement endommagé par Chido avec des gros dégâts où on ne pouvait pas rentrer pour faire de l'évaluation interne. Donc, on a fait le tour extérieur pour faire juste une évaluation visuelle du bâtiment, donc qui était complètement dévasté et inaccessible. Notre mission, c'est essentiellement concentrée sur les trois bâtiments que je viens de préciter. Donc ici, vous voyez donc un plan. Donc en arrivant sur place pour faire cette évaluation, il nous a semblé très utile de devoir recevoir un plan du directeur. Le directeur nous a gentiment remis un plan et nous avons pu faire une reconnaissance publique entre guillemets et faire l'état de lieu et rapidement se faire une idée de ce qui se passait sur le terrain. Donc au nord de ce plan, vous trouvez le bâtiment caserne, donc, qui est un bâtiment R+2. Et au sud de ce bâtiment, il y a le bâtiment Mapat, hein, qui est à simple rez-de-chaussée. Donc, ces deux bâtiments communiquent, hein, ils sont très contigus. Et vous voyez, donc, on a fait sur place un relevé des superficies des locaux concernés. On a également à noter sur le plan qu'on a remis, sur le compte rendu qu'on a remis régulièrement à notre direction. Donc, ce qui se passait à l'intérieur des bâtiments, si c'était concerné par des réserves, si c'était concerné par des collections, etc. Donc, ce plan nous a bien permis de connaître la complexité du sinistre et aussi de la localisation des différentes collections.
Ensuite, bon, ça, c'est le plan de l'ancien collège, donc, qui est le bâtiment, entre guillemets, administratif, hein. Donc, pareil, ben, on a pu voir que dans ce bâtiment, ben, ce bâtiment a essentiellement servi de zone de repli, parce qu'on verra tout à l'heure que le bâtiment Mimpat a été sévèrement touché par les inondations. Donc, beaucoup d'œuvres et de collections ont été repliées dans ce bâtiment. Lui, par contre, qui avait de l'électricité à notre arrivée. Donc ça, c'est une slide qui présente donc à droite la réserve archéo, hein, qui se trouve dans le bâtiment Mapat. Mais vous voyez que la structure, en fait, en règle générale, les toitures à Mayotte, elles sont en structure métallique avec des couvertures en bardage métallique. Mais vous voyez que là, c'est une structure légère métallique et le bardage a été complètement soufflé par Chido, donc à l'air libre. Et donc à l'arrivée du deuxième phénomène de mousson qui a eu le 3 janvier, quelques jours après Chido, il y a eu des grosses inondations et des infiltrations par le toit qui n'existait plus à ce moment-là, ou pratiquement plus. Et donc, cette réserve archéologique a été très touchée par l'eau et par Chido. Et à gauche, vous voyez le bâtiment, une partie du bâtiment administratif, donc de l'ancien collège. Vous voyez que l'eau qui coule à travers le Vidéo. faux plafond. Et... Pardon? Est-ce que peut-être, Claire, tu peux lancer la vidéo si ça fonctionne? Il y en a une à la slide suivante aussi. D'accord. C'est bon, pardon, j'avais pas vu que c'était une vidéo. Donc, ça, c'était avant notre arrivée, hein. Donc là, l'état des lieux, les problématiques en arrivant sur place le premier jour. Donc, le premier jour, on a fait une grosse reconnaissance pour voir un peu comment se situait la difficulté. Et on avait déjà en tête l'anticipation parce qu'en arrivant, on savait déjà qu'il y avait un deuxième cyclone qui arrivait, qui s'appelait Diki Lady. Et on a déjà commencé à réfléchir en arrivant, donc en faisant cette reconnaissance, quelles sont nos missions d'urgence de protection. Parce que vous voyez clairement que dans certains locaux, il y avait des collections qui étaient de gros volumes et très importantes qu'on ne pouvait pas déplacer. Donc, il fallait trouver une solution pour les protéger avant l'arrivée du deuxième cyclone, parce que sur ce bâtiment de la caserne, qui est le musée principal, la toiture n'existait plus. Donc, il y a une entreprise qui était en train de faire une protection temporaire avec des bâches, mais ça n'a pas tenu avant qu'il ait dit. Donc, on savait qu'en arrivant, il fallait mener des actions très importantes sur les collections volumineuses qui n'avaient pas pu être dégagées avant notre arrivée parce qu'elles étaient trop grosses et ils ne pouvaient pas les placer et les transporter ailleurs. Donc, bien sûr, on a vu en arrivant que la direction et ses collaborateurs étaient très contents de voir notre arrivée parce qu'ils voyaient quatre bras arriver et des gens motivés comme nous pour leur donner un coup de main et pour leur apporter notre soutien et la technicité qu'on pouvait avoir. Donc, on a vu que les gens commençaient à être fatigués, hein, parce que, pareil, certaines personnes devaient prendre la barge pour venir de Grande Terre vers Petite Terre pour venir travailler tous les jours et dans des conditions très difficiles, sachant que certains employés du musée avaient même leur propre maison qui était détruite. Donc, notre arrivée leur a fait du bien et on a clairement vu qu'il y avait un manque de moyens humains et matériels et on a pu donner un nouvel élan en arrivant sur place. Donc, à gauche, vous voyez donc un bébé cachalot, hein, qui était dans une salle du musée, donc le bâtiment caserne. Donc, bien sûr, c'était impossible de le déplacer, de le démonter. Donc, on verra tout à l'heure, c'est qu'on a commencé à le bâcher. Et la diapo de droite, on voit une structure temporaire qui avait été mise en place, qui existait, hein, entre le bâtiment caserne et le bâtiment Mapat. Cette structure temporaire leur servait d'entreposer des objets en réserve et également de zones de traitement au quotidien. Ouais, nous, celle-là, en plus, on l'a pas vue du tout. Elle était tellement détruite qu'elle a été complètement évacuée avant notre arrivée. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Je Ok, pense. donc, Pardon, je t'en prie. c'est bon. Donc, comme l'a dit Claire, hein, le climat il était très délétère, hein, donc grosse chaleur, humidité élevée, hein, donc pour vous dire que le matin, en se levant, on avait déjà 28 degrés à 7 heures du matin et l'hygro était déjà à plus de 80%. Donc, c'était assez prenant et assez délicat pour faire les tâches, parce qu'à un moment donné, on avait quand même des tâches assez physiques à réaliser. Vous verrez tout à l'heure dans la présentation des autres slides. Donc, on a aussi ressenti que certains locaux qui étaient climatisés
Avant Chidoneux n'était plus parce qu'il n'y avait plus d'électricité. Donc, les zones étaient confinées, sans climatisation. Donc, on commençait déjà à avoir on voyait déjà des risques il y avait déjà des moisissures et certains risques de corrosion sur certains éléments métalliques sur place lors de notre reconnaissance. Donc, les espaces étaient donc peu contrôlés en termes d'hygrométrie, parce que vu qu'il n'y avait plus de climatisation, donc on commençait à avoir de l'humidité et de la condensation dans certains locaux et la chaleur étouffante pour certaines collections, ce qui n'était pas vraiment une bonne chose. Non, et par ailleurs, les espaces étaient tellement saturés sur des zones de repli initialement qui n'étaient pas des réserves, les équipes avaient même plus d'espace pour procéder à des traitements en milieu contrôlé. Ils ont même été obligés de prioriser le stockage et de laisser encore des objets sur des zones sans électricité, donc sans climatisation, sans contrôle de climat. Et il fallait faire des choix, là, vraiment, sur la pérennisation. Enfin, en tout cas, prendre le risque de laisser des objets, lesquels, dans des zones au climat très délétère. Donc, on a pu quand même mettre en place un certain nombre d'actions au MUMA, de la protection et des mises à l'abri, des évaluations, beaucoup, des traitements d'urgence pour des collections mouillées. On a pu donner des conseils en conservation préventive et curative au MUMA et aux archives départementales, qu'on verra brièvement plus tard, et tout un tas d'autres petites, pas petites, mais assistances un peu plus larges selon les besoins du musée au moment où on y était. Donc, on aurait dû commencer par de l'évaluation, mais comme on l'a dit précédemment, à notre arrivée, une préalerte cyclonique a été déclenchée pour un nouveau cyclone. Donc, on a changé notre ordre de priorité pour procéder à des mises à l'abri vraiment urgentes d'objets très volumineux. Donc, on a sur une photo là un bâché à gauche, on voit plus ce que c'est, mais c'est un mine-bar de mosquée complètement en bois, non démontable, qui ne pouvait plus passer les portes en l'état du bâtiment, ainsi qu'à droite des réserves pour lesquelles les toits avaient été rebâchés, mais on n'avait pas tout à fait encore confiance, on n'avait pas encore éprouvé la solidité des montages de bâches de protection. Donc, on a bâché avant le cyclone pour s'assurer que même en cas de fuite de toiture, il n'y aurait pas de nouveaux sinistres dans toutes les collections qu'on vous a montrées. Sur la slide suivante, on voit le bâchage du toit du bâtiment de la caserne, qui est en fait là, c'est une photo, mais la bâche est déjà en train de s'envoler plus de 15 heures avant le passage du cyclone à proximité de l'archipel. Donc, on sait qu'à l'intérieur, ça n'allait pas tenir. Et on avait donc le problème du mine-bar et celui du cachalot, qui étaient vraiment les choses les plus importantes à bâcher. On a aussi fait du bâchage extérieur avec des objets. À droite, c'est un projecteur de cinéma. Des objets qui étaient normalement protégés, au moins hors d'eau. Mais la structure, vous l'avez vu précédemment, a été complètement détruite. Donc, on a bâché en extérieur tel quel. Faute de place, on ne pouvait même pas déplacer et rentrer cet objet à l'intérieur. On a aussi procédé à... On a fabriqué, plutôt que procédé, à des petits... comment on appelle ça ? Bâtards d'eau. Des bâtards d'eau, merci. Pour empêcher l'eau de rentrer sous les portes avec les moyens du bord. Donc là, on était vraiment... on a pioché dans les déchets ramassés après le cyclone, des parpaings, de la mousse isolante. Ça a fonctionné, on est très fiers de nous. Voilà, donc ensuite on voit de l'eau partout dans la caserne, de l'eau sous le cachalot, donc opération réussie, le bâchage a fonctionné et a protégé correctement ce qui devait l'être. Ensuite, on a pu commencer, après ces vérifications, la mission comme si c'était le premier jour, par une évaluation de la situation à l'aide de diagnostic. Pour ça, on a adapté les fiches Proculteur, éditées justement pour les situations de crise. Il nous a semblé, en l'occurrence, qu'on avait, avec des fiches papier ou des fiches PDF qui n'étaient pas numériquement remplissables, trop de manipulations à faire pour rentrer toutes les informations qui nous étaient nécessaires. Donc, on a adapté ça dans un tableur Excel. C'est aussi lié au fait qu'on avait finalement de l'électricité, ce qui a permis donc d'utiliser un ordinateur tous les jours, de recharger, etc., ce qu'on ne savait pas avant de partir.
Donc le plus gros de l'évaluation a surtout concerné de l'archéologie, mais aussi ensuite de l'ethnographie et de l'histoire naturelle. Ça a été bon, c'est clair. Merci. Voilà, là on voit le Minbar avant son bâchage, un poste d'évaluation archéo à gauche et à droite un début de diagnostic sur le squelette de cachalot. Cette mission a été assez complexe en ceci. Le passage du cyclone a vraiment retardé, c'est comme ça, on était là pour aider, tant mieux. Donc ça a retardé quand même un peu l'évaluation, donc on a dû faire un peu des choix et cibler les évaluations en faisant vraiment participer les équipes pour décrire précisément ce qu'ils avaient vécu pendant l'évacuation et quelles étaient les collections à vérifier en premier, c'est-à-dire lesquelles avaient été mouillées, car finalement on est arrivé plus de 4 semaines après le sinistre, donc la plupart des objets et collections ethnographiques d'histoire naturelle la plupart étaient secs. Hormis l'archéologie. Donc il y avait de tout. On a en haut à gauche un détail de poissons qui présentent des petites coulures en dessous marron sur le Tivec, qui sont probablement dues au choc climatique qu'a subi le poisson après la coupure de climatisation dans le local où il est. Des réserves qui sont assez saturées. Avec l'image du milieu, on voit des étagères dans une réserve qui n'est pas une réserve, c'est une zone de repli. Donc beaucoup d'espace pris et plus beaucoup de place pour ce qui d'histoire naturelle, par exemple, qui était encore sur une zone sinistrée. Voilà, tout un tas de collections très hétéroclites, à la fois de l'archéologie, de l'histoire naturelle, du patrimoine industriel, qui présentaient des problématiques assez particulières. Tout était en extérieur. Donc là, ce n'est pas forcément la faute du cyclone, c'est des problèmes plus généraux liés à l'environnement marin, salin, sur la barrière de corail, donc avec des problématiques de chaux coralliennes charriées par les vents. Le détail qui vous est montré là, c'est la corrosion du métal qui se desquame complètement. Après avoir procédé à un certain nombre d'évaluations, on a aménagé une zone de traitement pour l'archéologie. En fait, ça a été plutôt réalisé conjointement avec l'évaluation des collections archéologiques pour manipuler une seule fois les caisses. Cette chaîne de séchage était donc importante car, comme on l'a vu précédemment, l'intégralité du toit au-dessus des caisses archéo était complètement découvert. Donc le 3 janvier, de l'eau est tombée à cet endroit-là et a rempli un certain nombre de caisses. Donc il était assez urgent de faire le tri et d'identifier les collections mouillées afin de les faire sécher. Les photos que vous voyez là, c'est les postes qu'on a aménagés dans un espace qui n'est normalement pas dédié à ça. À droite, des étagères qui ont été montées par les équipes pour pouvoir multiplier les zones de séchage. Donc on a fait 5 zones, une zone de diagnostic et tri sur laquelle on était avec Emmanuel, du séchage superficiel pour sécher tout ce qui était seulement extérieur de sachet, caisse, intérieur de caisse si ce n'était pas rentré dans les sachets, une zone réellement de séchage pour les objets humides ou mouillés, dans un climat quand même encore sans contrôle climatique, hein, donc très humide, ça pouvait mettre assez longtemps. Une zone sèche tampon pour rassembler les caisses qui étaient déjà sèches ou qui avaient séché depuis leur étalage, et la réserve qui était à la fois le point de départ et la fin de chaîne. À la suite, on voit des moments de ce traitement. Monsieur le directeur, à droite, sur l'image de gauche et à droite, en train de participer au contrôle de l'humidité ou non des sachets dans les caisses. Des sachets complètement mouillés au centre, certains remplis d'eau, certains parfois des sédiments, des prélèvements archéo, a priori complètement ruinés par un apport d'eau massif. On avait clairement des sacs de boue et des problématiques de sécurité en termes de santé à droite, où il y avait aussi des éléments en plomb, heureusement rassemblés dans des sachets, donc ils étaient facilement identifiables. Le plomb qui surtout a un état archéologique
est très, très volatile et délétère. Donc là, j'ai enfin, pas organisé, mais pris en charge seul le séchage de ces objets, car on n'avait pas beaucoup de masques à cartouches. On a établi des postes vraiment de séchage pour, on va dire, matériaux dangereux à l'extérieur, loin des zones de séchage. Il n'y en avait pas beaucoup, heureusement, mais ça a permis aussi de faire un petit brief hygiène et sécurité pour les équipes qui n'avaient pas forcément conscience de la dangerosité de certains matériaux comme celui-ci. Enfin, après tout ça, on a pu se rendre compte que certaines choses étaient moisies, à la fois dans le diagnostic des objets ethnographiques et historiques. On a trouvé un certain nombre de moisissures, pas énormément. Franchement, je m'attendais vraiment à pire, on va le dire quand même. C'est important parce que c'est un climat extrêmement humide. Heureusement, il y a beaucoup d'objets qui ont pu rapidement réintégrer des zones climatisées. Certains ont été mouillés et n'ont pas séché correctement, donc des moisissures sont apparues, comme le portefeuille qu'on voit au milieu avec ces petites moisissures vertes. Et parfois, la moisissure a été provoquée par nous, malheureusement, enfin, par les actions qu'on a menées. On n'avait pas vraiment d'autre solution quand on a bâché notamment le squelette de cachalot. Le toit a mis encore plusieurs jours à être bâché, donc le squelette était toujours un peu en danger dans sa caserne. On a donc laissé la bâche en place, même si elle ne tombait pas jusqu'au sol. C'était un climat où c'est tellement humide, avec aucun brassement d'air dans la pièce, qu'au bout de 7 jours, des moisissures ont commencé à apparaître sur certaines vertèbres. Il se trouve que le hasard a fait que ce jour-là, le toit a fini d'être bâché, donc on a pu retirer la bâche du cachalot et procéder à des traitements du coup, de désinfection en masse, avec les moyens du bord, encore une fois, car faute de matériel, on ne pouvait pas utiliser des produits qui soient 100% inertes et neutres pour les collections. En l'occurrence, c'était un choix à faire en situation de crise. On n'avait pas d'éconacide ou autres fongicides. On avait de l'alcool modifié avec des additifs. On n'avait que ça, donc c'est ça qui a été utilisé. C'est évidemment des choses qui vont être documentées pour le musée, notamment si le squelette de cachalot peut bénéficier d'un traitement dans un futur relativement proche, je l'espère. Et enfin, pour le musée, on a, surtout moi, du coup, sur cette partie-là, donné un certain nombre de conseils en conservation préventive, à la fois sur tout ce qui concernait évidemment le sinistre, ce qu'il fallait essayer d'améliorer, comment, si on pouvait déplacer des objets, aider par exemple la régisseuse à gérer des départs de moisissures sur des affiches mouillées. Ensuite, le temps a aussi été utilisé vraiment selon les besoins du musée. Donc, on est aussi sorti du sinistre pour des problématiques de conservation préventive et voire curative dans certains cas, pour faire bénéficier au musée de notre expertise tant qu'on était là, sur tout un tas de choses, tout un tas d'objets conservés par le musée et pour lesquels il pouvait y avoir beaucoup de questions. Comme je vous ai montré tout à l'heure, par exemple pour le plomb, j'en ai profité pour faire des petites recommandations hygiène et sécurité. Et également faire une démonstration de désinfection pour des cas très précis d'objets que j'ai estimé que le musée pouvait désinfecter seul, avec évidemment les recommandations selon lesquelles ça n'est absolument pas une pratique, qu'on se le dise, à généraliser sur tous les objets. Mais là, on était sur une typologie d'objets identiques qui présentaient tous la même problématique et pas de fragilité, car en l'occurrence, il s'agissait de saisies de douane, donc d'objets très très récents. Et le musée avait donc bien tout cet ensemble de recommandations spécifiques à cette collection pour pouvoir procéder à des désinfections et des veilles sanitaires dans les jours et les semaines qui suivaient. Et j'ai proposé la rédaction d'un rapport de conservation qui soit spécifique à cette mission et au MUMA, qui, je précise, est toujours en cours, faute de temps. Mais voilà, ce qui est quand même ressorti à propos de la conservation, c'est qu'il y a vraiment un manque d'expertise sur place, ce qui rend assez compliqué
l'obtention de certaines informations. En tout cas, voilà, dans un quotidien, ça peut être assez compliqué de se tourner vers des institutions qu'on ne connaît pas ou si on ne connaît pas les collègues. C'était l'occasion donc de proposer un rapport spécifique à cette mission. Dans une petite parenthèse de temps, nous nous sommes rendus aux archives départementales à la demande de la DAC et des archives pour faire une évaluation post-sinistre, car ils ont également subi évidemment des dégâts de toiture et des dégâts des eaux dans leur collection, dans leur magasin d'archives. Et ils demandaient donc nos conseils. La photo qu'on voit à gauche, c'est les photos du plafond au-dessus des magasins d'archives. À droite, les magasins d'archives qui sont encore bâchés, car justement, les plafonds et les murs n'ont pas encore été traités. Et au milieu, un ouvrage mouillé qui a été mis à sécher. Ils ont eu des départs de moisissure extrêmement vite. La différence avec le MUMA, c'est que quand on y a été, le MUMA avait, je crois, deux ou 3 semaines récupéré l'électricité, les archives, toujours pas. Donc, ils ont dû traiter des collections, des mètres et des mètres linéaires sans électricité. Donc, c'était assez dramatique pour eux, je pense. Là, on parle clairement de faire sécher des documents au soleil, faute de mieux, en passant de l'alcool au chiffon et en pchit sur les documents. Mais développement maîtrisé. Les grandes inquiétudes qu'ils avaient, c'était surtout sur la structure mur et plafond. Mais en fait, moi, j'avais plus beaucoup de recommandations à leur donner parce qu'ils avaient vraiment bien suivi la procédure, la procédure habituelle dans ce genre de situation, faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et en l'occurrence, ils n'avaient plus de départ de moisissure. Donc, la plus grande recommandation, c'était la veille sanitaire. Et je pense que ça a peut-être rassuré en fait que des personnes extérieures viennent aussi juger de la situation et arriver aux mêmes conclusions qu'eux. Voilà. Donc là, on est venu donner notre avis et principalement, la conclusion, c'est que tout a été très bien géré de ce côté-là. Et dans les dernières actions qui ont été menées, il y a eu du déblaiement mené par Emmanuel. Ouais, donc une des actions qu'on menait aussi parallèlement, c'est on a eu un gros travail de déblaiement d'hiver hein, parce qu'en fait le cyclone a engendré beaucoup de gravats, de débris de végétaux, de débris de toiture, etc. Donc vous voyez à gauche sur un des parkings extérieurs où il y avait les objets industriels, un gros tas de débris. À droite, vous voyez voilà, la finalisation. À la fin de notre mission, tout était propre, nickel. Donc on a travaillé et on a été aussi accompagné en interservice par les agents communaux du secteur qui nous ont donné un coup de main, bien sûr, pour dégager tous ces débris et amas de tôle, de poutres, de bois et de végétaux. J'ajoute juste sur cette diapo, Emmanuel, ce que vous voyez du coup en fond de diapo, c'est la fameuse maison du gouverneur, Oui. où vous voyez qu'elle est vraiment très très abîmée. Et c'est là où Emmanuel et Charlotte n'ont pas pu rentrer, ils n'ont pu l'observer que de l'extérieur. Concernant, parce qu'on a cette diapo, là, vas-y, reviens en arrière, Claire, juste pour parler 2 secondes des EPI. Donc, les EPI qu'on avait quasiment tous les jours sur nous, c'est bien sûr le pantalon de travail, le casque de chantier qu'on mettait surtout quand on était à l'extérieur sur un chantier comme ça ou quand on traversait le bâtiment caserne qui a été touché au niveau de la structure. Et tous les jours, on avait des gants de travail, bien sûr, et aussi souvent la frontale parce qu'il y a certains locaux qui n'avaient pas d'éclairage. Donc, c'était essentiellement notre tenue au quotidien et aussi les masques FPP2 ou le masque que Charlotte vous a cité tout à l'heure. C'est bon. Voilà un autre exemple, hein, la cour intérieure qui se trouve entre l'ancien collège et la caserne. Donc, à gauche, le hamas de végétaux qui s'était envolé, arraché par le cyclone. Et à droite, la cour quasi propre, quoi, après de longues heures de travaux manuels avec toute l'équipe du musée. Voilà, donc comme l'a dit Claire au début, donc on était pleinement intégré dans le
dispositif pardon, de Orsec, hein, donc, pour la coordination et la liaison de la sécurité civile. Donc, au centre, vous voyez, donc, quand il y a une intervention de cette ampleur, donc en règle générale, l'organisation opérationnelle, il y a deux axes de commandement. Il y a le poste de commandement du commandement des opérations de secours. Là, on voit au milieu de la diapo centrale. Donc, ça, c'est le poste de commandement des opérations de secours. Donc, dans ce site-là, en règle générale, on trouve une quinzaine d'officiers, hein, donc, qui ont la gestion de commandement d'intervention. Et c'est en règle générale organisé en cellules logistiques, cellules opérationnelles, cellules transport, etc. Donc, le commandant des opérations de secours, il a avec lui des cadres qui ont chacun une mission dans ce poste de commandement. Et donc, parallèlement, donc, au poste de commandement du COS, il y a le poste de commandement donc, du directeur des opérations, qui est le préfet. Donc, le préfet, lui, il avait son poste de commandement juste en face, dans un bâtiment à 50 mètres de celui-là. Donc, il y avait une coordination interservice, hein, donc, pour cette intervention d'une ampleur inestimable. Donc, et nous, on était pleinement intégrés dans le dispositif de sécurité civile avec les autres associations de sécurité civile. Et en arrivant sur place, les premiers jours, on avait notre importante mission, c'était aussi de se faire connaître et aussi de savoir dans l'organigramme à qui on devait s'adresser. Et le fait qu'on était dans le camp de base, et dans le camp de base, il y avait tous les cadres de la mission sécurité civile, on a clairement pu identifier qui fait quoi au niveau du commandement et à qui s'adresser quand on avait besoin de matériel. Ce qu'on verra un peu dans la slide suivante, c'est qu'on a aussi pu travailler avec les cadres du fret pour obtenir du matériel de bâchage, etc., et de déblaiement pour donner un coup de main au musée pour faire de la protection, de la sauvegarde. Donc, on a aussi pu, par le biais de cette mission, se faire connaître. Tout le monde ne connaissait pas le bouclier bleu France. On a pu expliquer notre mission et aussi expliquer qu'est-ce qu'était la ACS du bouclier bleu France. Et donc, on a bien pu se faire connaître au niveau national. Donc, la coordination de sécurité civile, donc on était en relation avec surtout les OL, qui est l'établissement de soutien opérationnel logistique, qui nous donnait régulièrement du matériel à notre demande. Donc, à gauche, on voit qu'on nous a donné, donc, clairement au musée, de l'eau cyclone avec du matériel de déblaiement pour permettre de faire du bâchage et de dégager de la terre, des gravats, etc., des scies pour couper un peu de bois. Donc, on a eu clairement du matériel de l'ESOL qu'on a récupéré au fret de l'aéroport qui se trouvait à peu près à 1 kilomètre de notre camp de base et à 4 kilomètres du musée. La diapo centrale, c'est un bâchage de fortune qu'on a réalisé avec les bâches qu'on nous a fournis, donc la Kwassa, qui est un canot de pêche traditionnel de Mayotte. Et à droite, on voit une slide de l'aéroport avec tous des tonnages de fret entier, de matériel, de logistique, de soutien, de secours qui étaient mis à disposition de tous les services, de tous les secours, de tout l'interservice qui travaillait sur Mayotte dans le cadre du plan Orsec. Donc ça, c'est une diapo à droite qui nous présente nos matériels bouclier bleu de France suite au don. Donc c'est ce matériel aussi, c'était aussi assez délicat, c'est Charlotte qui s'en est bien occupée avec Claire, savoir où était le matériel en transit, quand est-ce qu'il fallait le récupérer. Donc ça, c'est une slide qui nous montre enfin l'arrivée du matériel après quelques jours de transport et de transit, parce que c'était assez complexe quand même au niveau du transit par rapport au fret aérien, parce que tout transitait par l'île de la Réunion, donc on n'était pas forcément prioritaire non plus pour le fret, quoi. Et à gauche, commence le déballage et la réception des matériels qui se trouvaient dans les palettes suite au don. Et j'ajouterais que ça paraît bête sur tout ce qui est matériel, mais le fait d'avoir même juste nous deux personnes sur place, je pense que ça a tout changé en termes de facilitation logistique, parce que c'était vraiment compliqué. Enfin, ça avait l'air compliqué. Il fallait vraiment connaître la personne qui était au fret pour avoir son numéro et lui demander si les palettes étaient arrivées. Sinon, on ne savait pas comment transiter l'information. Et d'ailleurs, je crois que ça a été un petit peu plus complexe pour les archives départementales pour recevoir leur matériel. Mais voilà, c'était tout bêtement, juste connaître, être logé avec les bonnes personnes, avec d'autres sécurités civiles. Ça a vraiment beaucoup facilité, nous, notre travail sur place. Voilà. Donc, pour conclure, je pense qu'au niveau du bouclier bleu, on estime que les objectifs d'assistance ont été atteints et parce que les risques ont été stabilisés pour les collections, l'urgence était terminée pendant notre mission et donc à notre départ. L'équipe et les équipes se sont montrées soulagées par l'aide apportée et
ont eu l'air contents. Les dons ont été très importants, ce qui a permis, en tout cas, qui va permettre aux équipes de continuer correctement le travail, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que l'urgence est terminée que le travail est fini. Eux, ils recommencent un gros chantier de collection après ce sinistre, et avec l'objectif toujours de leur nouveau musée. Donc, pour le bouclier bleu, c'est une première mission en tant qu'association agréée de sécurité civile réussie. Et du coup, on vous remercie Merci pour votre attention et on est à votre disposition si vous avez des questions. Et on est dans les temps. Alors, L'écho. bonjour à tous. En rien, on a l'impression que tu es en boîte de nuit. Il y a un écho terrible. Il y a du Larsen. Bonjour à tous. Voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, le directeur du musée de Mayotte vient de nous rejoindre. Donc, je le remercie d'avoir pu assister en partie à ce webinaire. Bonjour Et Ben. je rejoins Claire pour les questions. C'est à vous. Bonjour, je me permets, Maxence Sabran, du coup, directeur des archives départementales, puisqu'il a été question un petit peu des archives départementales. Je tenais dans un premier temps à remercier les missionnaires du Bouclier Bleu de leur intervention qui a fait beaucoup de bien aux collègues et de se sentir aussi confirmés dans les actions qu'ils avaient commencé à entreprendre. Je voulais faire une remarque un petit peu malheureuse, c'est-à-dire que nous, sur nos fonds, on est confronté depuis quelques jours à un retour des infections et une infection qui va très certainement se généraliser. Donc voilà, dont l'importance, comme vous en parliez, de la veille sur les collections et de dire que l'urgence, alors je le souhaite pour le MUMA, hein, l'urgence n'est pas encore terminée aux archives départementales, malheureusement, et donc on s'emploie encore plusieurs mois après le cyclone à gérer cette crise. Et je voulais vous remercier aussi pour la livraison de matériel, puisque nous, on a eu 2 palettes de matériel grâce au bouclier bleu et à la coordination du COGIC. Et ce matériel d'urgence a été très apprécié aussi. Voilà. Donc, merci encore. Alors, on espère que vous vous en sortirez. Oui, effectivement, c'est malheureux, mais pour la reprise fongique, c'est vrai que c'est parfois la veille sanitaire, quand il faut qu'elle soit généralisée, est difficile. En tout cas, le nouveau développement peut être difficile à détecter, vu le nombre de mètres linéaires à surveiller. Oui, tout à fait. C'est pas tout à fait les mêmes, c'est pas tout à fait les mêmes méthodes pour les archives. Et puis nous, on n'a pas encore pu remettre en route notre centrale de traitement de l'air parce qu'il faut qu'on change nos filtres pour éviter de diffuser les spores de moisissure. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine. On va le mener, c'est l'urgence. Mais voilà, en tout cas, votre intervention a été très, très appréciée. Merci. Merci. Oui, bonsoir à tous. Bonjour Ben. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Et on t'entend Oui. Ben. Oui, donc je voulais donc remercier Charlotte et Manu pour leur intervention salvatrice. Je ne saurais le dire autrement que vraiment on est très content, on est très fiers de ce qui a été réalisé. Sans eux, je pense que on pataugerait en fait dans un inconnu parce que c'est la première fois qu'on vivait une situation qui nous a impacté à titre personnel dans nos domiciles, mais aussi quand on allait au musée. Moi, je me posais la question si on allait un jour pouvoir s'en sortir. Et c'est vrai que notre réflexe, c'est quand même, c'était de sauver, de avoir une solution de repli. On a anéanti nos bureaux, on a annihilé les bureaux, on n'avait plus de bureaux, je n'ai encore pas de bureau du tout aujourd'hui. L'idée était quand même de sauver ce qu'on pouvait parce que le seul endroit qui était safe, qui était sec, c'était vraiment nos bureaux. Et donc après, effectivement, après cette phase de sauvetage immédiate, il y a eu donc l'intervention des collègues. Donc je voulais vraiment les remercier parce que ça nous a beaucoup aidé. Je voulais remercier le Bouclier Bleu aussi pour toutes les aides, d'abord humaines, donc je viens de le dire, mais aussi techniques qu'on n'avait pas.
Et effectivement, ça nous a aussi beaucoup aidé. Alors, on n'est pas encore entièrement sorti hein, des difficultés. On n'a toujours pas encore de courant dans la partie où il n'y en avait pas et tout ça. Donc, il y a encore des collections. Mais enfin, l'essentiel, c'est qu'on a pu quand même sauver l'essentiel et voilà quoi. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je voulais juste dire que j'ai suivi l'intervention depuis le début, même si j'étais un peu discret puisqu'il fallait écouter les collègues parler. Voilà. Merci et on compte sur vous pour nous soutenir en toutes circonstances. Voilà. Ben, je tenais quand même à vous féliciter tous encore le MUMA parce que vous avez fait un travail formidable avant notre arrivée et tout ce que vous avez mis en œuvre avant notre arrivée était très très bien. Merci Manu, merci Charlotte, merci le bouclier. Alors moi j'aurais une question plus technique. Donc nos réservistes équipiers ont une petite sacoche urgence, donc un petit sac qui ressemble à celui de Dora l'exploratrice avec plein de choses formidables pour pouvoir intervenir en cas d'urgence. Donc Emmanuel, tu nous as dit voilà, que certains matériels étaient indispensables, comme les gants, les masques. Je voulais quand même revenir un peu sur votre retour d'expérience sur ce petit matériel. Qui permet de mobiliser dans l'urgence nos réservistes sur le terrain. Voilà, enfin, est-ce que vous pouvez nous dire si ça vous a été utile, revenir sur, voilà, sur l'équipement. Merci. Et on a eu trop chaud. On a eu trop chaud au pantalon. Mais bon, les circonstances climatiques sont pas vraiment. Enfin, là, c'est vraiment tombé sur un cas bien particulier, quand même, d'aller à Mayotte en plein été là-bas. Bon, ce sera peut-être pas très courant. Moi, ça a été mon premier coup dur de matériel, ça a été l'uniforme. Après, heureusement, on avait des polos en coton. Donc, on pouvait avoir notre logo tout le temps sur nous. Et c'est important parce que là, par exemple, on n'avait pas encore la carte. Finalement, on est très récemment formé pour ceux qui connaissent peut-être pas bien la réserve. Et on n'avait pas encore notre carte bouclier bleu. Donc, la seule façon de nous identifier, c'était de montrer notre casquette ou notre polo et de demander aux autorités qu'ils nous croient sur parole. Après, pour le contenu plus matériel, Manu, vas-y. Ouais, C'est pas mal comme ben, info. on a l'hygromètre hein, qui est une chose importante dans ces conditions. Donc, on s'en est servi quasi tous les jours. On a vu qu'on a eu une petite difficulté parce que nos deux hygromètres étaient forcément en phase parce qu'on n'avait pas forcément les chiffres exacts. Donc, on utilisait aussi l'hygromètre tous les jours et le petit matériel dans le sac à dos est très utile. Donc, c'est vrai qu'il est très important pour une mission de ce type-là de pouvoir s'identifier rapidement auprès des. Parce qu'en fait, on a oublié de vous dire que l'île était surveillée par les forces de sécurité intérieure. Il y avait des contrôles, plusieurs postes de contrôle. Donc à chaque fois, il fallait s'identifier, expliquer qui on était, etc. C'est vrai que si on avait une belle carte avec un marqué bouclier bleu avec le truc sécurité civile dessus, ça aurait été un peu plus facile pour passer les barrages. Mais bon, ça s'est bien passé quand même, hein, parce qu'à force, ils nous connaissaient, donc on allait toujours Ça au s'est bien même passé endroit. aussi. Je pense Ouais, aussi que ça s'est bien passé parce qu'on est arrivé assez tard après le premier sinistre. oui. La description des agents du musée de la situation de contrôle à quelques jours après le cyclone, forcément, il y avait beaucoup de sécurité intérieure, d'autorité un peu partout sur les routes. On ne serait pas passé. Si on était arrivé une semaine après le cyclone, on ne serait pas passé, je pense. Si on n'avait pas eu des choses un peu officielles pour nous identifier, comme personne connaît le bouclier bleu, enfin, les pompiers connaissent un peu, mais les autres connaissent pas. Il y avait du petit matériel du style la rubalise qu'on avait dans le truc. Hein, tous ces petits matériels, on les a utilisés, les rouleaux, les stylos. Pas, En fait, tout ce qui est dans le sac à dos, on a ça aurait utilisé, été quoi. un petit logo et que c'était plus trop la grosse crise comme. D'accord, bah merci pour ce partage d'expérience. En effet, tous nos réservistes ont une petite carte voilà, mentionnant leur nom et leur lien avec le bouclier bleu. Voilà, votre départ précipité, finalement, le logo a suffi à lui-même. J'aurais une autre question pour Claire Léger. Claire, toi qui as pu t'occuper
ben, voilà, de tout la mission et puis aussi de mobiliser les équipements. Est-ce que tu pourrais nous revenir vers nous par rapport aux institutions et aux mécènes qui ont donné des équipements et qu'on remercie chaleureusement avec les donateurs hein, qui se sont mobilisés pour notre appel aux dons. Comment tu as fait pour pouvoir mobiliser tout ce matériel en si peu de temps et rappeler quels étaient ces matériels? Merci. Oui, alors comme je vous l'ai dit au tout début de la présentation, donc en fait on avait demandé à ce que le MoMA établisse une liste de besoins, donc on est parti vraiment de leurs besoins pour déjà pour pas leur fournir des choses dont ils n'auraient pas forcément l'utilité, et puis pour coller vraiment à la mission qu'Emmanuel et Charlotte allaient faire sur place et que ce soit vraiment cohérent en fait avec les collections du MoMA. Donc une fois qu'on a réceptionné la liste de matériel, on a un petit peu regardé les quantités qui étaient demandées, on a regardé voilà ce qui pouvait être mis en place de manière assez facile entre guillemets et assez rapide. Comme je le disais, il y a certains équipements, notamment les meubles à plans, où on savait que ce serait compliqué, en tout cas pour un premier envoi. Sur l'appel aux dons en lui-même, je vais pas dire que le bouclier bleu est en train de développer une spécialité là-dedans, mais en fait, on a déjà fait un appel aux dons en faveur de l'Ukraine il y a de ça quelques années en lien avec l'ICOM et on avait également monté un appel aux dons qui malheureusement n'avait pas abouti en 2022 à destination de la Syrie après le tremblement de terre. Donc, sur le process de montage de ce type de projet, on commence en fait à savoir comment agir, quels sont les leviers, quels sont les partenaires, notamment associatifs, pour la diffusion de l'appel aux dons, pour qu'il y ait une portance assez forte. Et ensuite, on commence à avoir une bonne connaissance de la temporalité que ça doit avoir et surtout des contraintes calendaires. Alors là, contraintes liées au COGIC et à l'expédition. Pour vous donner un exemple très concret, on a appris le mardi que les palettes allaient partir dans un avion qui décollait le mercredi et que donc le jeudi, pardon, et que donc il fallait que les palettes soient livrées à l'aéroport de Vitry le mercredi. Donc ce côté euh, urgence dans le sens où voilà, on est soumis et contraint à des plannings qui nous dépassent et dont on n'a pas la main, font que du coup, c'est toujours des appels qui sont complexes parce que de l'autre côté, on le sait tous, on a les contraintes administratives liées aux institutions dans lesquelles on travaille, qui sont ce qu'elles sont et qui sont pour certaines non négociables, parce qu'il y a des circuits de validation qui sont relativement lourds en fonction des administrations. De fait, on savait que ce serait un appel qui serait un petit peu compliqué parce que temporalité des vacances scolaires de Noël, parce que temporalité contrainte liée justement à l'envoi de matériel à Mayotte. Néanmoins, c'est un appel qui a extrêmement bien fonctionné, tant auprès des institutions. Donc là, alors, je suis désolée, je pourrais ouvrir la liste, mais je l'ai pas sous les yeux. On a le musée de Monaco qui a répondu présent, on a le musée de Bordeaux qui a répondu présent. On a des musées parisiens, le Quai Branly, le MNHI, le musée de Montauban, le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse qui ont répondu présent. Donc on a un certain nombre d'institutions qui se sont très rapidement positionnées et on a également des partenaires privés qui ont répondu présent. Pour ne pas les citer, Promuséum a offert énormément de matériel. Et surtout, on a des restaurateurs privés qui ont fait des achats spécifiques fléchés bouclier bleu. Et donc, on a reçu comme ça des dons directs. De la même manière, et c'était assez exceptionnel, la particularité, la grosse contrainte,
de ce sinistre, c'est qu'on voulait être le plus autonome possible pour pouvoir en fait répondre aux besoins. Et puisque on ne savait pas vraiment dans quel état allaient être les bâtiments sur place, on en avait une vague idée grâce à Ben. Mais c'est vrai qu'on voulait être le plus autonome possible. Et on a eu la chance d'avoir un partenariat assez exceptionnel, puisqu'on a une entreprise, Loé de Boer, qui nous a fourni une tente de type protection civile, donc des tentes autogonflables et autoportantes, pour nous permettre de, d'être autonome sur place. Il s'avère que, contre toute attente, cette tente a dépassé nos attentes, c'est le cas de le dire, puisqu'elle s'est avérée trop grande. Vous l'avez vu, en fait, le musée sur place avait beaucoup de gravats, beaucoup de déblais. Comme l'a dit Emmanuel, c'était une zone avec beaucoup d'arbres. Et en fait, il n'y a eu aucun endroit où on a pu déployer et mettre en place cette tente. Donc, elle est revenue en France et elle servira bien évidemment sur d'autres sinistres ou d'autres exercices. Merci Anne-Laure pour la liste des donateurs. Donc, je reprends le groupe Los Bergers de Bauer pour la tente Pro Muséum, le musée du Quai Branly Jacques Chirac, l'INRAP, notamment pour des mini-grippes, des centaines et des centaines de mini-grippes pour le reconditionnement des connexions, le musée d'histoire naturelle de Toulouse, les réserves mutualisées de Paris Musée, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, la ville de Bordeaux avec le musée d'Aquitaine, les grands patrimoines de Loire-Atlantique, l'atelier Julie Tirlik, Emma Groult. Et du coup, toutes ces personnes ont répondu présent et ont participé à ce que cet appel aux dons fonctionne. On est allé au-delà de la demande initiale du musée, puisque non seulement on a répondu à la liste de besoins initiale, mais on a essayé aussi de couvrir et d'envisager l'après, comme le disait Charlotte, qui sera nécessairement dans une temporalité beaucoup plus longue. Et donc, ils ont, notamment donc, grâce à l'INRAP que je citais, mais également à Pro Museum, euh, plus de matériel de conditionnement que ce qu'ils avaient demandé, mais qui leur permettra d'anticiper de manière relativement sereine ou au moins de débuter dans un premier temps le chantier de reconditionnement et le chantier de collection qui les attend. Voilà un petit peu ce que je peux dire pour l'appel aux dons. Cet appel aux dons aussi, important aussi, cet appel aux dons a été doublé d'un appel aux dons financier qui a également permis, notamment grâce à des dons en numéraire cette fois-ci, mais de venir en complément de cette mission. Donc déjà de faire en sorte de couvrir l'intégralité des frais pour le bouclier bleu. Et ça, c'est important de le souligner puisque quand on intervient comme ça sur des missions, c'est sur des fonds propres au bouclier bleu, mis à part le COGIC qui a pris en charge l'acheminement Paris-Mayotte. Sinon, tout le reste était à la charge du bouclier bleu. Et donc, je tiens également à remercier tous les supports financiers qui nous ont aidés à rendre cette mission possible et qui vont nous permettre de pouvoir continuer à acheter du matériel en fonction des besoins qui auront été ciblés. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur l'appel aux dons. Merci beaucoup, Claire. S'il y a des questions. Pardon, petite question. Est-ce que, Charlotte, tu penses que il aurait été intéressant d'avoir dans votre besace un fongicide concentré? Oui, oui. Ouais. Mais ça fait partie en fait je pense, d'une réflexion plus globale aussi. Nous, Ouais. on l'a dans la section Bouclier Bleu Pays de la Loire en ce moment on y pense tous, je pense à comment constituer des réserves de matériel, comment les financer ou les stocker. Et évidemment, des fongicides, ce serait intéressant parce que là, on n'en a pas emmené. Je ne pouvais pas emmener, on ne savait pas dans quelles conditions on allait arriver. Je ne pouvais pas emmener 10 litres de fongicides avec moi. Je n'avais pas de fongicides secs. Je crois que je ne savais même pas que ça existait à l'époque. On les trouvait il n'y a pas longtemps, mais c'est une autre histoire. Donc, si, il y a des choses comme ça oui, sûrement qui sont améliorables à long terme sur des stocks de petits matériels. Après, c'est toujours compliqué. Là aussi, l'expérience nous a montré qu'en fait, la situation était moins pire que ce qu'on pensait sur certains aspects, qu'on n'avait pas d'infos sur d'autres aspects. Enfin, voilà, il y a aussi eu une certaine forme de... Voilà, c'était vraiment une première expérience. Donc, c'est sûr qu'une fois sur place, on s'est un peu dit, si seulement on avait pris du scotch, par exemple. Du scotch? Et voilà, ouais, ou de la ficelle. Mais pour le coup, par exemple, Emmanuel avait un peu de ficelle avec lui, mais heureusement, ça nous a beaucoup servi, la ficelle. Et
voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui sont améliorables par l'expérience et surtout l'intelligence collective de donner sa propre expérience de certains sinistres, son avis. Et oui, si on avait eu du fongicide sec, ça nous aurait bien servi. Oui, donc parce on a fait un peu le point sur le matériel qu'on avait dans notre besace de réserviste. Mais c'est vrai, enfin moi je l'ai noté en exercice par exemple que la ficelle ça manquait, des bons ciseaux aussi. Et effectivement, ce serait peut-être intéressant de se faire une petite liste complémentaire de ce qu'on peut avoir qui est pas compliqué et qui est bien pratique sur place. Alors, j'émets un bémol à tout ce que vous dites, même si bien évidemment je suis totalement d'accord avec vous. Donc effectivement, on a Lisa Magliano qui est réserviste et qui travaille là actuellement. Elle a rejoint le SRU pour travailler sur le matériel. Il va y avoir un groupe de travail coordonné pour le RU qui va se mettre en place pour réfléchir à ce qui manque, à ce qu'on pourrait ajouter, etc. La ficelle et le scotch, je pense qu'on est tous d'accord et l'expérience de Mayotte l'a bien montré. Sur le Mais nous, fongicide, Célestine, on est restauratrice. Voilà. sur le fongicide, je suis un tout petit peu plus réservée parce que vous êtes restauratrice, vous savez Voilà. l'utiliser. Il n'y a aucun Exactement. problème. C'est pas quelque chose qu'on pourra mettre dans les mains de tous nos équipiers ou de tous nos bénévoles qui vont intervenir sur le terrain. Donc ça peut être du matériel d'urgence à mettre à disposition des restaurateurs s'ils en éprouvent le besoin, mais ce ne sera pas du matériel qu'on pourra mettre dans tous les sacs. Voilà. C'est sûr. Je comprends bien. Merci. Aussi, je peux rajouter aussi qu'en partant, on avait quand même un sac de voyage de 35 kilos rempli de premier matériel. On avait ramené 3 bâches, la ficelle, des cordelettes, etc. Et sacs mini-grippe qu'on avait récupéré dans certains musées du département du 06. Et donc, l'air léger m'avait permis d'emmener un sac de petits matériels d'approche et de protection pour déjà faire face à certaines mesures d'urgence en arrivant sur site avant l'arrivée du matériel par fret. Et finalement, même au fret, ils n'avaient pas vraiment de ficelle. Ils avaient du gros bout. Mais on a pu quand même obtenir de la bâche en quantité illimitée. Ce qui, c'est bête, mais change quand même la donne pour le musée qui n'avait pas accès à ces contacts-là du fret. Et nous, on a pu venir et se servir si on voulait tous les jours, avec des rouleaux entiers, des rouleaux et des rouleaux de bâche. Donc de ce côté-là, ça a beaucoup aidé. C'était finalement quand même notre besoin premier en arrivant là-bas. Un matériel qu'on a utilisé aussi en grande quantité, c'est le sopalin, quoi. Simple sopalin, mais on allait presque tous les jours au supermarché, aller en chercher parce qu'on a eu de la chance, ils étaient ouverts. Donc on a acheté au moins une 30 ou 50 rouleaux de sopalin sur place avec le directeur et même nous-mêmes pour faire le séchage. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? T'as d'autres questions? Tu veux rajouter quelque chose, Charlotte? Non, non. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui montre voilà, finalement que le bouclier bleu trouve toute sa pertinence, justifie sa raison d'être dans l'action, dans l'urgence, et appuyé par voilà, le ministère et puis par des donateurs également, tous ses partenaires. Voilà, et puis merci pour la formidable résilience du personnel du musée de Mayotte et puis toutes les équipes de secours en place. J'en profite en tant que directeur pour vous rappeler pour les membres ici présents l'Assemblée générale mercredi prochain, le 26 mars, et de bien vouloir voter voilà, dans ce cadre-là. Vous avez tous reçu un mail pour l'Assemblée générale. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et si vous n'êtes pas invité à l'Assemblée générale, c'est que vous n'êtes pas membre, alors vous pouvez eh bien, devenir adhérent sur notre site. Voilà, je vous remercie. Eh bien, très bon après-midi. Et encore une fois, merci pour ce retour d'expérience. Merci Henri, merci à tous pour votre attention.
Merci, Merci au beaucoup. revoir. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir, à bientôt.